Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Icosaèdre, l'émission qui cause du jeu de rôle et de son histoire. Mais avant tout, qu'est-ce que le jeu de rôle? J'entends pas. Internet, c'est vrai. Bon alors en fait on peut dire qu'il existe déjà une certaine forme de jeu de rôle depuis la nuit des temps, qui n'a même pas été inventé par l'homme d'ailleurs. En effet, le simple fait que les animaux feignent la mort pour échapper à leurs prédateurs est déjà en soi une forme de jeu de rôle. Bon, enfin, ça vous tirez par les cheveux quand même le truc. Bon alors pour bien définir ce dont on va parler, il faut savoir qu'en anglais on utilise le terme de role-playing game, ce qui littéralement en français veut dire jeu de jouage de rôle, qui n'a pas de sens, parce que tout simplement on n'a pas de distinction entre le terme play et game. Par conséquent, on va avoir tendance à caler à peu près tout et n'importe quoi dans le terme jeu de rôle en France, comme par exemple les jeux d'enfants, les simulations d'entreprise ou une gerbille qui feint la mort. Oui, non mais alors attends, parce que une gerbille, ouais, mais question animale qui feint la mort, il y a mieux, non? Non? Alors le jeu de rôle dont nous allons parler correspond au role-playing game, c'est-à-dire qu'on va parler du jeu de rôle papier. Il existe d'autres types de jeux de rôle, comme le grandeur nature ou le semi-réel, mais ce n'est pas le sujet de l'émission, parce qu'on va parler du jeu de rôle papier, parce que c'est de ça dont on parle, le jeu de rôle papier. Le jeu de rôle papier donc est une forme de jeu de société. Cela dit, il ne s'agit ni d'un jeu de plateau, ni d'un jeu de cartes, ni d'un jeu d'ambiance, mais on le considère quand même comme une forme de jeu de société, car il se joue à plusieurs et autour d'une table. Un peu comme un Monopoly. Oui, enfin, tu auras quand même du mal à l'acheter chez ton revendeur de Monopoly. Ni chez un boucher d'ailleurs. Bon alors, dans un jeu de rôle, vous allez pouvoir expérimenter la création et l'interprétation d'un personnage imaginaire, dans un univers qui lui aussi est imaginaire mais défini. La partie sera régie par des règles, et le cadre de cet univers, et le tout orchestré par une personne primordiale, Le maître de jeu. Celui-ci a en effet la responsabilité de connaître les règles du jeu et le contexte de l'univers, et de les faire appliquer pendant une partie, et de raconter l'histoire, et de décrire les environnements, et les événements, et interpréter les personnages non joueurs que l'on appelle très prosaïquement les PNJ, et de résoudre les lancers de dés, et de calculer Ouais, les bon montants. sang là. Tu veux pas un café pendant que t'y es? Merci. Merci. En gros, le maître du jeu a la responsabilité de faire tourner la table correctement sans avoir à brimer les joueurs dans leurs actions. Les joueurs, justement, généralement au nombre de 5 autour d'une table, Ça peut être plus, ça peut être moins, mais 5 c'est une moyenne. vont avoir chacun leur fiche de personnage devant eux, personnages qu'ils auront créés en fonction des règles de l'univers. En gros, vous pourrez pas jouer un pilote de tank dans un jeu qui se passe à l'époque romaine. Rajoutez à ça un crayon, quelques dés, et c'est tout. C'est tout? Bah oui, c'est tout. Et c'est là tout l'intérêt du jeu de rôle. Tu t'es rasé entre deux plans. Non. Bah oui, c'est tout. Et c'est là tout l'intérêt et la richesse du jeu de rôle. C'est qu'en dehors des règles plus ou moins complexes données par le jeu, et de la définition de son univers, la seule limite, c'est l'imagination. Rien ne vous empêche d'aller interagir avec tel ou tel personnage, de partir dans telle direction, de découvrir tel endroit, etc. Tant que le MJ vous le permet. Évidemment, il est mieux de garder une certaine cohésion en tant que joueur et une certaine cohérence en tant que groupe, sinon la partie a tendance à vite se transformer en joyeux bordel. Alors le MJ essaye d'arbitrer les actions des joueurs en fonction des règles, et donc il n'est pas possible, par exemple, d'invoquer un tremblement de terre et de raser une ville dès les premières minutes du jeu parce que vous l'avez décidé. Non, ce n'est pas possible. Non, n'insistez pas. Non. Tu dégages. Ainsi, pour résumer, un jeu de rôle est un jeu de société social. Je n'aime pas ce mot, où une poignée de joueurs va se rassembler autour d'une table pour interpréter leur personnage dans un univers donné et dans une intrigue développée par le fameux maître de jeu. Les seules limites du jeu de rôle sont les règles du jeu et l'imagination. Ça va, vous avez bien saisi? Non, parce que j'ai une deuxième partie et j'ai pas d'idée pour la transition. Peut-être comme ça. C'était pas un peu trop? Alors maintenant que vous avez bien compris ce que c'est qu'un jeu de rôle, parce qu'avec mon explication, je suis sûr que vous avez très bien compris, car vous êtes des gens intelligents et de bon augure, vous allez sans doute vous demander: Mais d'où ça vient un jeu de rôle? Qui a créé ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi?
Et vous allez vous calmer, ok? Pourquoi vous croyez que je fais cette émission, bande de... Où j'en étais? Les origines du jeu de rôle. Bon alors il est impossible de parler des origines du jeu de rôle. Impossible. Non, pas impossible. C'est une expression. Eh ben, je sais pas, Ça, t'as c'est- dit que c'était impossible. Je peux continuer? Je disais donc qu'il est impossible de parler des origines du jeu de rôle sans aborder un autre type de jeu duquel il découle directement. Derrière cette phrase assez imbuvable se cache en fait le wargame, jeu de plateau mettant en scène des combats stratégiques entre différents types d'unités, censé simuler un véritable champ de bataille. Ce principe-là existe quasiment depuis qu'il existe des guerres entre les hommes, cela dit la version moderne du wargame prend ses racines en Prusse et en Angleterre lors de la seconde moitié du 19e siècle, où des tables de sable se voyaient remplies de marqueurs représentant les différents soldats, et dont la résolution des combats se jouait déjà au dé. Plus tard, H.G. Wells, auteur britannique du début du XXe siècle, connu notamment... Le mec qui a fait Citizen Kane. Non, ça c'est Orson Welles. Bah, c'est pas le mec qui a fait la guerre des mondes, ça? Non, si, c'est le mec qui a fait l'adaptation radiophonique de La Guerre des Mondes. Attends, c'est pas Wells qui a écrit la guerre des mondes? L'autre. Ils étaient de la même famille? Mais non. Cut. Why do you abandon me? Plus tard, donc, H.G. Wells, auteur britannique du début du XXe siècle, connu pour avoir notamment sorti une tétrachée de bouquins de science-fiction tels que La Guerre des Mondes et La Machine à voyager dans le temps, sort un ouvrage intitulé Little Wars, littéralement Petite Guerre, en 1913, considéré comme la Bible des wargamers. Il s'agissait tout simplement d'un recueil de règles wargame pour amateurs, popularisant un petit peu le genre. Je dis bien un petit peu parce que, si vous voulez, un an après, les gens ont eu l'occasion de découvrir ce que c'était que la vraie guerre, la Première Guerre mondiale. Et pareil, 20 ans après, du coup, pendant un moment, le genre wargame n'était pas très mis en avant, parce que tout simplement, les gens avaient tendance à vouloir penser à autre chose que ça. Ouais. C'est en 1953 que Charles Roberts décide de créer Tactics, le premier véritable wargame sur plateau. Durant 20 ans, le genre se démocratise et monte en popularité. Cela dit, il faut savoir qu'à l'époque, le wargame s'inspirait exclusivement de batailles et de conflits réels. Chacun pouvait, à loisir, revivre les guerres napoléoniennes ou la guerre de sécession. En effet, principalement orienté sur les guerres dites modernes, rarement les conflits mis en avant dépassaient le XVIIe siècle, le genre médiéval était particulièrement sous-représenté. Quid alors des batailles imaginaires? Pour cela, il faudra attendre un apport majeur qui ne tardera pas à arriver. 1965, le Seigneur des Anneaux. Tu te fous de ma gueule? Peter Jackson, il avait 6 ans à l'époque. Il aurait jamais pu réaliser Seigneur des Anneaux. Bon, je vais pas vous faire un exposé sur le Seigneur des Anneaux, déjà parce qu'on le connaît déjà bien assez comme ça, d'autre part parce qu'il y a d'autres endroits qui en parlent bien mieux que moi. Cela dit, il faut savoir que cet ouvrage a eu un impact non négligeable sur l'imaginaire culturel collectif et notamment la communauté des wargamers. En effet, celle-ci était principalement composée d'adolescents de la classe moyenne américaine, comme l'était le lectorat du Seigneur des Anneaux. Ainsi, les amateurs de wargame voulurent alors recréer non plus la bataille de Gettysburg, mais confronter les orques de Sauron aux humains du gouffre de Helm. Et aux elfes. En 1971, deux hommes issus de cette culture, Gary Gygax et Jeff Perren, vivant dans la ville de Lake Geneva dans le Wisconsin, Ah, mais c'est pas en Suisse alors. Gary Gygax et Jeff Perren, donc, décident de pallier à ce manque de règles médiévales dans le wargame en publiant Chainmail via leur entreprise nouvellement créée, Tactical Studies Rules ou TSR. Le jeu proposait alors non seulement des règles très complètes pour la gestion des combats médiévaux, mais s'autorisait aussi des règles purement fantasy, comme la gestion des magiciens et de leurs boules de feu, trolls, gobelins, géants et autres dragons, dont l'influence originelle est évidente. Bon, il faut savoir que même si avec Chainmail on a l'impression qu'il reste plus qu'un pas à faire vers le jeu de rôle, en réalité le principe du roleplay a été inventé quelques années auparavant, en 1966, lorsque Michael Kortz, un auteur de règles de wargame de Kansas City, a sorti un livre intitulé The Modern War in Miniature. La particularité de ces règles venait du fait que la partie concernait deux joueurs séparés dans deux salles différentes
et d'un arbitre présent dans une troisième salle. L'arbitre était alors le seul à véritablement voir toutes les unités et les plateaux de jeu, les joueurs n'ayant accès qu'à des cartes vides de figurines, simulant ainsi le principe du brouillard de guerre et ayant quand même de temps à autre la possibilité de jeter un œil sur le plateau global. Ainsi, toute la partie était gérée par la narration de l'arbitre qui devait décrire précisément à chaque joueur et à tour de rôle ce qui se passait sur le plateau, et demander ensuite aux joueurs ce qu'ils souhaitaient faire en fonction de la situation. Bon, alors évidemment, les interactions ici étaient purement tactiques et stratégiques, et le concept en réalité était assez difficile à appliquer. Cela dit, il inspirera beaucoup les membres de l'association The Castle and Crusade Society, dont faisait partie Gigax, mais aussi un autre homme, Dave Arneson. En effet, Arneson raconte qu'il a bien tenté de jouer aux règles de Kansas City, comme il les appelait, mais trouvait que le tout manquait cruellement de saveur. C'est pas très bon. En 1968, ce fameux Arneson participe à une séance du wargame napoléonien Braunstein, dont le principe s'inspirait de ces règles-là. C'est l'arbitre de la partie, Dave Wesley, qui a eu l'idée de pimenter le tout en plantant un cadre et en donnant à chacun des joueurs un but personnel au cours du jeu. Rapidement, au lieu de se concentrer sur les troupes, les comparses imaginèrent des campagnes et des rôles plus précis pour les personnages, tels que des héros, des rois, des chefs de guerre, etc. Ah ouais, des chefs de guerre, ouais. Genre Jar Jar Binks. En 1970, Gigax rencontre Arneson et ils commencent à correspondre, à échanger des idées. En 71, Arneson met la main sur Chainmail et décide alors de développer une véritable campagne basée sur, je cite, des souterrains profonds, humides et sombres. Profond et humide. Ne t'avise même pas de finir cette phrase. Cette campagne a rapidement beaucoup de succès auprès des joueurs de son entourage, et gardez-la en tête car nous en reparlerons très vite. Attentif à ce développement, Gigax commence à créer de son côté une autre campagne, dont le nom Greyhawk, Faucon Gris en français, se développe autour du château éponyme et de ses souterrains. Mais attends, les règles fantasy, le roleplay, les campagnes, tout est fait, non? En effet, mais il faudra alors quelques années à Arneson et Gigax pour se mettre d'accord sur un système de règles et fignoler leur univers. Ils sortiront alors en 1974 le premier véritable jeu de rôle papier officiel commercialisé de l'histoire. D'ailleurs, pour la petite histoire, il ne portait pas encore le terme jeu de rôle, mais était affublé de la mention Rules for fantastic medieval wargames campaigns playable with paper and pencil and miniature figures. Eh mais tu parles super bien anglais. Merci. Ce qui signifie règles pour jeux de guerre médiéval fantastique, jouables avec du papier, des crayons et des figurines. Ouais, Mais c'est quoi le nom de ce jeu? j'ai nommé Donjons et Dragons. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode. Je m'appelle Greg. Je m'appelle Alex. Voilà. Nous vous avons présenté donc le premier épisode d'Icosaèdre. C'est un épisode pilote. Nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de la vidéo, là sur YouTube ou sur Facebook, sur notre page. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à mettre des pouces verts ou des pouces verts, à la limite. Pas mal, Hein, pour, alternative. voilà. Et sinon, on vous kiffe d'avance, parce que vous allez Oui. nous donner de l'argent. Voilà. Vaut mieux pour vous, Voilà. parce qu'on sait où vous habitez. Ouais, tous. On a une liste comme ça. Ça s'appelle les pages jaunes. Oui. On se casse On se casse. On se casse. Was born in